Bonsoir et bienvenue à l'Institut français d'Écosse. Donc, je me présente, Catherine Guillat, je suis la médiathécaire de l'Institut français. Donc, ce soir, nous avons l'immense honneur, le plaisir d'accueillir Philippe Mansel pour cette conférence. Philippe Mansel est spécialiste de la France et de l'Empire ottoman. Et en fait, au départ, Philippe Mansel devait venir pour présenter la traduction en français de son livre, donc, qui est une immense somme sur Louis XIV. Louis XIV, roi du monde. Alors, ce livre est paru en français l'année dernière. Encore une fois, Philippe Mansel aurait dû venir le présenter, mais malheureusement, les circonstances en ont décidé autrement. Mais nous allons quand même pouvoir rattraper cela ce soir. Donc, pour présenter Philippe Mansel, donc je dirais que vous avez entamé votre formation à Eton College pour ensuite gagner le Balliol College à Oxford. Vous avez étudié l'histoire et les langues vivantes et pour finalement soutenir une thèse de doctorat à l'University College de Londres. Donc, thèse sur la cour de France au temps de Louis XVIII. Alors, par la suite, Philippe Mansel, vous avez poursuivi vos recherches historiques. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Un certain nombre sont traduits en français, en particulier votre biographie de Louis XVIII. Vous avez écrit de nombreux articles qui sont parus donc, dans la presse, des revues spécialisées, dans l'audiovisuel également. Et vous êtes le cofondateur de la Society for Court Studies. Vous êtes également membre des groupes de recherche, dont la Royal Historical Society, et vous avez été fait chevalier d'honneur des arts et des lettres en 2010. Alors aujourd'hui, aussi donc en lien avec Louis XIV, vous êtes président du conseil scientifique du centre de recherche du château de Versailles. Alors, voici donc quelques éléments, parce que je pense qu'il est très, très difficile de résumer votre carrière sans paraître réducteur, mais vous nous en direz plus ce soir. Donc, encore une fois, cette monumentale biographie qui replaçait le règne de Louis XIV au niveau mondial était véritablement novatrice, et on en a beaucoup parlé dans la presse en France, dans les revues spécialisées. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez revenir un petit peu sur cette biographie, mais vous avez sans doute l'intention de cerner votre propos autour des relations entre la France et l'Écosse. Oui. Alors, je vous laisse la parole pour cette présentation. OK, merci beaucoup Catherine et bonsoir à tous. Et oui, je parle sur Louis XIV, la France, l'Écosse et l'Europe parce qu'il faut se souvenir qu'il est presque autant européen que français. Il fait partie de la famille des rois. Il pense à la stratégie européenne de la France. Il a presque autant d'ambition de faire d'un Bourbon un roi de Pologne ou, comme son petit-fils Philippe V, roi d'Espagne après 1700, que d'étendre les frontières de la France. Et il s'occupe, par exemple, de soutenir l'Empire ottoman. C'est pour ça qu'il commence des guerres même, de soutenir la Bavière ou la Hongrie. Et après 1688, de lutter pour l'indépendance d'Irlande et plus tard de l'Écosse. Donc, il est peut-être opprimeur pour quelques peuples de l'Europe, mais pour l'Irlande, l'Écosse, comme aussi pour la Hongrie, pour la Pologne, c'est un
défenseur de la liberté nationale. Il parle même dans quelques lettres de la liberté des nations. Et dans le contexte écossais, Louis XIV est autant le père du jacobitisme que Jacques II lui-même, du moins de mon avis. Donc, on parle même de l'Europe. Il pense de l'Écosse comme une pièce sur l'échiquier européen. Et son secrétaire, un de ses secrétaires, qui s'appelait M. de Calière, parlait de l'Europe vers la fin de son règne comme d'une grande république où tous les États qui font partie de l'Europe ont entre eux tant de liaisons nécessaires et de connexions qui font partie d'une seule et même république, et que c'est impossible qu'il y ait un changement dans l'un de ses membres qui n'ait pas d'effet sur tous les autres. Donc, on a vraiment le sentiment de l'Europe à l'époque. Et bien sûr qu'il pense à l'Écosse. Il veut même, il dit dans plusieurs lettres, diviser l'Écosse et l'Angleterre. Il dit, c'est le cri de cœur d'un roi de France, il ne peut pas y avoir trop de divisions en Angleterre. Donc, revenons d'abord sur l'origine des relations franco-écossaises dont était très conscient Louis XIV. Comme sans doute vous savez, c'est une des plus anciennes alliances en Europe, qui a même commencé à la fin du XIIIe siècle. Après l'invasion anglaise de la France sous Henri V, 5000 ou plus de soldats écossais sont envoyés soutenir Charles VII. On en voit une partie ici dans cette illustration au siège d'Orléans, où c'est illustré Jeanne d'Arc elle-même. Vous voyez là le lion de l'Écosse. Voici les gardes du corps du roi de France, les gardes du corps écossais entourant Charles VII en 1457. Et on disait d'eux qu'eux seuls tenaient le royaume de France en obéissance envers le roi. Donc, et que s'il n'y avait pas eu les gardes du corps écossais, on aurait fait bien des choses qu'on n'a pas osé entreprendre. C'est-à-dire que c'est eux qui défendent la vie du roi, parce que comme beaucoup d'autres rois, il ne peut pas se fier entièrement à ses propres sujets. Donc, il n'y a pas seulement les liens politiques entre les rois d'Europe, mais aussi des liens militaires. Et ils deviennent la garde ordonnée à la garde du corps du roi. Et le roi de France était célèbre pour avoir la meilleure garde d'aucun monarque en Europe. Et en 1513, l'alliance est tellement forte que les Écossais reçoivent la naturalisation automatique en France. Ils ne sont pas légalement de statut étranger, comme les Français en Écosse. Et ce n'est même pas sûr que cette exemption n'a pas continué jusqu'à la Révolution française. Donc, si on est noble écossais en France, on ne peut pas être arrêté pour cause de dette, parce que les nobles français ne peuvent pas être emprisonnés s'ils ont des dettes, pas comme d'autres Français. Il y a plusieurs expéditions françaises militaires en Écosse et la fille de François Ier devient reine d'Écosse, Madeleine de France, ici illustrée par Corneille de Lion, mais elle est morte jeune en Écosse. Voici un dessin célèbre de Marie, reine d'Écosse, qui n'est pas seulement reine d'Écosse, mais aussi reine de France. Et pour elle-même, de son propre point de vue, bien sûr, reine légitime de l'Angleterre et de l'Irlande en plus. Elle resserre encore plus les liens franco-écossais sous son règne. Et il y a toujours cette migration militaire écossaise
envers la France, qui a continué jusqu'à la fin du XVIIIe siècle ou même plus tard. Donc, il y a un mot célèbre de Dr. Johnson, the best view for a Scot is the high road to London, mais on peut autant dire la même chose que the best view for a Scot was the ship to France, parce qu'il y avait là des carrières brillantes militaires qui l'attendaient. Voici Marie Stuart avec son mari, François II de France. Ils sont présentés en égaux. Et voici des tombeaux militaires d'Écossais à Saint-Germain-des-Prés, au cœur de Paris. Il y a des tombeaux magnifiques dans l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Le comte de Angus qui a commandé et établi le régiment de Douglas, un des 4 ou 5 régiments écossais qui font toujours partie de l'armée française. Pas seulement des gardes du corps, mais aussi des régiments de pied, d'infanterie. Donc, je vous recommande ces tombeaux magnifiques à Paris. Et il y a bien d'autres tombeaux écossais à Paris aussi que je vais vous montrer. Donc, ce lien militaire franco-écossais est une des choses qui plaît le plus à Louis XIV. C'est un roi soldat, un roi militaire. Lui, comme son père Louis XIII, ils ont toujours des régiments écossais à leur solde. Voici Lord James Douglas qui aussi se bat pour la France au milieu du XVIIe siècle. Et voici un portrait magnifique maintenant aux États-Unis. C'est pas Philippe de Champagne, mais qui montre Charles II d'Angleterre et d'Écosse en exil en France en 1654. Donc, après la bataille de Dunbar, la fuite de la bataille de Worcester, il se réfugie en France. Il commande lui-même ce portrait. C'est un vrai type de portrait de roi en exil. Il a l'air malheureux. Pourquoi est-ce qu'il se trouve en France? Parce qu'il est cousin germain du jeune Louis XIV. La mère de Charles II, Henriette Marie, est la tante de Louis XIV. Il se voit tout le temps. Il fait partie de la cour de France, donc il parle merveilleusement bien le français. Il est entretenu par le roi de France et sans doute il apprend à apprécier la religion catholique en France, surtout comme contraste avec le presbytérianisme qu'il a dû subir en Écosse en 1650. Je crois que derrière lui sont les navires qui l'ont aidé à fuir les îles britanniques en 1651. Et voici un portrait par Nocret, 1669. Vous voyez Louis XIV à droite avec sa femme, son fils, sa mère, ses cousines. Et à gauche, il y a la sœur de Charles II, Henriette Anne, duchesse d'Orléans, avec son mari, le duc d'Orléans, frère cadet de Louis XIV, et sa mère, la tante de Louis XIV, à gauche, Henriette Marie d'Angleterre, qui tient le trident parce que son mari, Charles Ier, était censé être le roi de la mer, que l'Angleterre a la souveraineté sur la mer. Et c'est Henriette Anne, duchesse d'Orléans, dans ce tableau, qui est le lien dans les négociations diplomatiques entre la France et l'Angleterre, Charles II et Louis XIV, pour une alliance franco-anglaise et des subsides que voudrait bien recevoir Charles II de Louis XIV pour essayer de se rendre indépendant du Parlement. Donc les liens entre les deux couronnes sont extrêmement forts et je vais vous montrer quelques portraits les illustrant. Voilà Charles II comme roi maritime, souverain des mers, quand il se bat comme allié de Louis XIV contre les Pays-Bas, contre la Hollande. L'Angleterre sur la mer, la France sur la terre. Beaucoup, encore plus de soldats écossais et de soldats anglais à la solde de Louis XIV.
Et le lien entre les deux, c'est la sœur du roi et aussi le ministre écossais du roi d'Angleterre, John Maitland, Duke of Lauderdale. Ce magnifique portrait par Lilly se trouve à Thirlestone Castle en Écosse. C'est parce que le seul ministre à qui Charles II ose faire confiance sur les subsides secrets qu'il reçoit de Louis XIV, c'est un Écossais, parce qu'il n'ose pas se fier à ces ministres anglais qui sont protestants et souvent anti-français. Et les liens ne sont pas seulement diplomatiques, militaires, stratégiques, mais aussi artistiques. Voici une toilette en argent doré de la duchesse de Hamilton qui se trouve au Musée national d'Écosse à Édimbourg. C'est une des 3 toilettes qui durent encore de ce règne parce que toutes les autres étaient fondées pour faire de l'argent pour les guerres de Louis XIV. Pas celle-ci parce qu'elle était chez les Hamilton en Écosse. Et un autre lien, beaucoup d'Écossais se trouvent à Versailles. Ça, c'est Elizabeth Hamilton, comtesse de Gramont, qui a été dame de cour en Angleterre et aussi dame du palais à Versailles, une amie de Louis XIV. Et c'est son frère, Anthony Hamilton, qui écrit les merveilleux et très célèbres Mémoires du comte de Gramont, comme si c'était fait par son beau-frère, mais ce sont des mémoires très drôles et lubriques et un peu insolentes sur la vie entre Londres et Paris sous Charles II et Louis XIV. Et il dit que les 2 cours se ressemblaient autant que c'était comme si on était en France quand on était à la cour de Charles II. 1688, le jeu diplomatique change, la fuite de Jacques II en France, Guillaume III, son neveu et beau-fils, devient roi d'Angleterre, la réception par Louis XIV de son cousin issu de Germain, qu'il connaît bien parce que Jacques II, aussi jeune prince, s'est battu pour la France, a fait partie des ballets de cour avec Louis XIV en France, parlait parfaitement bien le français évidemment. Il était aussi catholique, aussi bon catholique que Louis XIV lui-même. Donc, et ça c'est le début du vrai jacobitisme. Les Écossais, les Irlandais, les Anglais qui viennent en France, qui les payent, ce n'est pas Jacques II, il n'a pas le sou, c'est toujours Louis XIV. Louis XIV entretient pas seulement une armée française, mais aussi des régiments irlandais et écossais pour le compte de Jacques II. Et c'est en partie par loyalisme monarchique, en partie par révérence pour la piété de Jacques II, qu'il considère comme un martyr de la foi catholique, mais aussi sans doute comme partie de la grande stratégie française pour faire des troubles dans les îles britanniques pour que Guillaume III, comme plus tard les rois hanovriens Georges Ier et Georges II, ne soient pas en sécurité totale dans leur propre royaume. De toute façon, la cour de Saint-Germain, qui est remplie d'Écossais, commence alors. Voilà le château vieux de Saint-Germain où habitait James II, toute la famille royale et ses conseillers, ses officiers anglais, écossais et irlandais. Il y avait encore des Écossais qui habitaient ce château, même sous la Révolution française. Voilà le grand château de Versailles, le cœur de l'Europe à cette époque-là. Et il y avait des visites régulières entre les Stuarts et les Bourbons, presque 500 sous le règne de Louis XIV. On allait de Saint-Germain à Versailles pour le dîner, on allait souper de Versailles à Saint-Germain, on se rencontrait à Marly ou à Trianon pour faire de la chasse ou s'amuser ou entendre de la musique.
les deux familles faisaient presque une. Voilà la famille royale de James II en exil par Mignard. C'est un tableau qui appartient à la collection royale. À droite, il y a James II dans ses habits de chevalier de la Jarretière. La reine Marie de Modène sur un trône. Elle tient à la main sa fille Louise-Marie, qui est morte jeune, qu'on appelle la consolatrice. Et à gauche, il y a le futur Jacques III, le vieux prétendant, comme on l'appelait à Londres. Un des officiers jacobites écossais qui habitait Saint-Germain, c'est le Earl of Dumbarton, par Henri Gascard. Il est mort à Saint-Germain en 1692, je crois. Et voilà le principal conseiller politique de Jacques II à Saint-Germain. C'est un Écossais, Drummond, Earl of Melfort, qui se convertit plus tard au catholicisme, et le voilà dans ses habits de chevalier de l'ordre du Chardon, the Knight of the Order of the Thistle. Et il porte voir ses chaussures, il a talons rouges. C'est un signe, c'est une mode lancée par les courtisans de Versailles. Et je vous parlais de l'Europe. Voilà une gravure type qui montre Louis XIV comme monarque européen. Il proclame son petit-fils cadet, le duc d'Anjou, Philippe V, roi d'Espagne, en novembre 1700. Le voilà, le roi d'Espagne, à côté de Louis XIV, et à droite, non, pas à côté, mais c'est le jeune homme avec un chapeau sur sa tête, parce que seulement les rois ont le droit de porter chapeau devant Louis XIV. Et plus à gauche, il y a Jacques II, parce qu'il fait partie de la cour de Versailles. Il est là au moment où Philippe V est proclamé roi d'Espagne. Donc encore une guerre mondiale, une guerre qui se déroule aux Amériques, en Afrique, aux Indes, autant qu'en Europe. Et 1701, il meurt à Saint-Germain. Louis XIV est là au dernier moment du roi, qu'on appelle le roi martyr. Pourquoi martyr? Parce qu'il a perdu sa couronne pour sa foi catholique. Et voici le tombeau érigé par Drummond, Earl of Melfort, dans le Collège des Écossais à Paris en 1701, en souvenir de son maître. Et les parties du corps de Jacques II sont partagées dans différents couvents écossais, irlandais et anglais en France. Son bras, son cerveau, son cœur dans différents couvents, comme un saint catholique dont les reliques sont partagées parmi les églises. Et voilà le monument qui existe encore, malgré les révolutions, qui se trouve encore, je crois que c'est rue des Bernardins, je crois, à Paris. Mais c'est très difficile d'accès. Je ne l'ai pas encore vu moi-même. Et voilà le frère du comte de Melfort, c'était le comte de Perth. Voilà une gravure française. Il y avait beaucoup de gravures françaises d'Écossais au XVIIIe siècle. Et c'est le gouverneur, c'est le chancelier d'Écosse et le gouverneur du futur Jacques III en France. Parce que le fils de Jacques II est élevé en France. Il est considéré comme un fils par Louis XIV lui-même. Et le voilà, le comte de Perth, quand il est fait chevalier de la Jarretière en France par Jacques III. C'est un chevalier de la Jarretière jacobite et il est représenté ici par Alexis Bell.
Et voilà sa fille, duchesse de St. Andrews, dans la pairie jacobite, qui a ensuite épousé un grand d'Espagne, Lady Mary Drummond de Belfort, par l'Argilière. On les appelait les filles des Jacobites, les nymphes de Saint-Germain, parce qu'elles habitaient le château de Saint-Germain. Voilà une carte de l'Écosse, parce que les Français d'alors étaient les meilleurs géographes du temps. Bien sûr qu'ils étaient curieux de la géographie écossaise, parce qu'ils voulaient envoyer une flotte vers l'Écosse pour la reprendre pour Jacques III, comme ils appelaient le fils de Jacques II. Et le voilà par Alexis Bell, qui était le peintre de Sa Majesté britannique. Et en mars 1708, il part avec une flotte française commandée par le comte de Forbin pour envahir l'Écosse, et avec 6000 troupes françaises. Et je voudrais citer la lettre d'envoi que lui envoie Louis XIV lui-même, parce qu'on voit là l'attitude de Louis XIV dans ses propres mots. Il parle de Jacques II comme quelqu'un qui a voulu abandonner son royaume plutôt qu'abandonner le royaume de Jésus-Christ. J'espère que la Providence va vous mener en Écosse. J'ai gardé l'expédition complètement secrète. J'espère que le Dieu qui a béni mes propres âmes va bénir les vôtres. Être roi n'importe pas si on n'est pas un roi chrétien, c'est-à-dire pour Louis XIV, catholique. Je parle à votre majesté, ça c'est le vieux prétendant pour Louis XIV, je parle à votre majesté en père, je me considère comme votre père. J'ai juré à Dieu de vous protéger au moment de la mort de Jacques II, dont le souvenir sera éternel. Et je lui ai promis de m'occuper de votre destin. Laisse-moi exprimer, sire, ça c'est Jacques III, laisse-moi vous exprimer, sire, toute ma tendresse pour vous. Je vous ai toujours aimé comme mon propre fils. Tout est prêt à Dunkerque pour votre départ. Aimez-moi et aimez les princes, mes fils. Maintenez la paix entre nos deux couronnes. Lisez mes mémoriaux. Partez maintenant et je ne veux jamais vous revoir. C'est-à-dire qu'il croyait que Jacques III allait s'établir en Écosse. C'est une grande expédition. L'année après l'union de l'Écosse avec l'Angleterre, l'union parlementaire, on sait bien à Versailles qu'il y a beaucoup de mécontentement en Écosse. On veut l'utiliser pour rétablir les Stuarts. Et Jacques III lui-même écrit à sa mère, il croit qu'il va s'établir à Édimbourg. Mais malheureusement pour lui, quand il arrive en rade dans le Firth of Forth, il n'y a personne qui l'attend. Les Jacobites qui avaient juré y être n'y étaient pas, et surtout pas armés. Donc le comte de Forbin refuse l'autorisation à Jacques III d'atterrir en Écosse, et toute l'expédition retourne à travers le nord de l'Écosse pour rentrer, malheureusement pour eux, en France. Et après 1712, contre son corps, Louis XIV est obligé de renvoyer le vieux prétendant de la France. Il est obligé d'aller habiter la Lorraine. Et celui qui règne un peu à Paris et qui espionne tous les Jacobites, c'est ce père d'Écosse, le comte de Stair, John Dalrymple, l'ambassadeur de Georges Ier d'Angleterre, qui est maintenant roi d'Angleterre, un ennemi de Louis XIV, et il est détesté par la cour de Versailles et par Louis XIV, mais c'est l'Angleterre qui a plutôt gagné
la guerre de succession d'Espagne. Donc, Jacques III ne revoit jamais son père français, Louis XIV. Mais beaucoup de jacobites écossais restent en France. Donc, il y a toujours ces liens personnels, culturels et militaires. Voilà, par exemple, un Écossais, un financier écossais qui pour un moment règne sur les finances de France, c'est John Law, avec le système de Law. Et il y a déjà un système financier reliant Londres, Paris et Amsterdam, beaucoup de spéculation, comme de nos jours, et c'est possible que c'est à cause des sympathies jacobites de John Law, qui est très généreux avec des pensions pour des jacobites, que les spéculateurs de Londres font des spéculations contre son système et contre son papier-monnaie, et il y a un crash épouvantable financier à Paris. Et John Law est obligé de quitter la France. Un autre jacobite écossais-français célèbre, c'est M. Ramsay, le chevalier de Ramsay, qui écrit un roman célèbre, Les Voyages de Cyrus, et qui est aussi tuteur du fils de Jacques III, Prince Charles Edward Stuart, et qui habite Saint-Germain, comme tant d'autres Écossais. Voilà son histoire du vicomte de Turenne, qui fait encore presque autorité, 1735. Voilà Charles-Édouard Stuart lui-même, représenté presque en prince français avec talon rouge par un artiste français en 1737, M. Blanchet. Et c'est lui qui rétablit l'alliance franco-écossaise avec le traité de Fontainebleau en 1945 et bien sûr, comme vous le savez tous, la 45, the 45. Voilà un autre Écossais installé en France, John Hay, Duke of Inverness. Il y a au moins 3 régiments écossais dans les années 1740. À la solde du roi de France, voilà le colonel du régiment royal écossais de cette même famille du comte de Melfort, Lord John Drummond. Il y a aussi le régiment d'Albany et le régiment royal écossais et le régiment Ogilvy. Donc, toujours ces liens intimes franco-anglais, franco-écossais, excusez-moi. Encore un Drummond qui écrit en français, il se considère presque comme français. David Hume qui vient en France dans le livre L'histoire des Stuarts sur le trône d'Angleterre est encore plus célèbre et plus lu en France qu'en Angleterre ou en Écosse. Il y a toujours des soldats écossais dans la compagnie écossaise de la garde du corps du roi. Voilà le capitaine, le maréchal de Noailles. Le dernier soldat écossais s'appelait John McNabb, garde du corps de la compagnie écossaise, la compagnie qui est toujours avec le roi au moment de son sacre ou au moment de sa mort. Et John McNabb n'est mort qu'en 1814. Donc, la vieille alliance continue très longtemps. Et je vais finir avec un renouveau de la vieille alliance. Pendant la Révolution française, les Bourbons s'installent à Édimbourg, pensionnés du gouvernement britannique. Voilà le comte d'Artois à droite, frère cadet de Louis XVI, habitant Holyrood House, avec Lord Adam Gordon, commandant des troupes britanniques en Écosse. Et voilà le comte d'Artois, un portrait jusque maintenant inconnu. Il est représenté par Danlou, le peintre de cour des Bourbons en exil. Et il est là à Holyrood, sans doute en train de comploter contre la République française.
Et c'est ce qu'on appelle Victor Hugo dans un poème célèbre, cette hospitalité mélancolique et sombre qu'on reçoit et qu'on rend de Stuart à Bourbon. Donc les Bourbons reçoivent l'hospitalité qu'ils avaient rendue aux Stuarts à Saint-Germain, ils la reçoivent à Holyrood. Après 1814, beaucoup de troupes écossaises en France. Les Drummond rentrent de l'Angleterre. Ils osent même prétendre qu'ils ont le droit d'avoir encore des appartements de fonction à Saint-Germain, mais ils rentrent en France tout de même, comme beaucoup d'Écossais. Et qui est l'Écossais le plus populaire en France? Bon, il y a l'ambassadeur d'Angleterre de George IV, Lord Stuart de Rothesay, petit-fils du comte de Bute, premier ministre de George III, et c'est lui qui organise les funérailles formelles. Voilà, maréchal MacDonald, un maréchal de Napoléon, était fils d'un Écossais qui s'était battu à Culloden. Et Lord Stuart de Rothesay organise les funérailles de Jacques II à Saint-Germain, parce que les tombeaux royaux écossais en France avaient été désécrés comme les tombeaux royaux français au moment de la Révolution. Donc il y a enterrement de nouveau formel, et c'est la dernière manifestation publique jacobite, de mon avis, parce que celui qui mène les funérailles, c'est l'ambassadeur du roi de Sardaigne comme héritier des prétentions Stuart au trône de l'Écosse et de l'Angleterre. Mais le vrai homme, le vrai Écossais populaire en France, c'est bien sûr Walter Scott, peut-être plus populaire encore qu'en Angleterre. 20 000 exemplaires de la traduction de son dernier roman sont toujours vendus en France en quelques semaines. Par exemple, Quentin Durward, qui s'occupe des gardes du corps écossais au XVe siècle, tout le monde le lit au XIXe siècle. On habite d'une certaine façon dans le passé. Et voilà le bal Marie-Stuart, le 3 mars 1829 au château des Tuileries à Paris, qui est censé représenter une visite qui n'a jamais eu lieu de Marie de Guise à sa fille Marie, reine d'Écosse et reine de France, à Paris. Tout le monde s'habille historiquement correctement, ils ont étudié les vieux costumes et on danse avec frénésie. Voilà la duchesse de Berry, une princesse française habillée en Marie, reine d'Écosse, dessinée par Eugène Lamy. C'est un grand moment pour la vie de cour au XIXe siècle et c'est un moment spécifiquement franco-écossaise. La moitié des invités sont écossais ou anglais, l'autre moitié français. Voilà l'ambassadrice de George IV, Lady Stuart, en Marie de Guise. Le comte de Pastoret en duc de Guise. Un autre comte de Pastoret en duc de Ferrare. Voit l'érudition avec laquelle les danseurs étudiaient leurs propres costumes. Ça montre à quel point on était obsédé par l'histoire franco-écossaise, grâce en partie au roman de Walter Scott. Et voilà un collier fait pour la duchesse de Berry en souvenir de ce bal. Et puis pour la deuxième fois, les Bourbons habitent Holyrood après la Révolution de 1830 et le prétendant Bourbon, le petit-fils du comte d'Artois, le comte de Chambord, est habillé en Highland costume. Le voilà encore représenté comme le jeune Écossais, parce qu'on n'osait pas, sous le règne de Louis-Philippe, l'appeler formellement duc de Bordeaux ou comte de Chambord ou
Henri V, comme il s'appelait. Et un livre illustré sur ses voyages en Écosse est fait par un monsieur d'Ardivilliers. Et comme par hasard, il était très lointainement arrière-grand-oncle du général de Gaulle, qui lui-même venait d'une famille royaliste. Donc je vais finir avec le discours magnifique du général de Gaulle. Je n'ai malheureusement que le texte en anglais. C'est possible que c'est un des rares discours qu'il a fait en anglais. Le 23 juin 1942, il se trouve à Édimbourg. Il fait l'éloge de l'Écosse. This ancient and glorious land, natural affinities between your country and ours, dating from the very earliest times. The Franco-Scottish alliance, the oldest alliance in the world. You see this poster from the First World War. Voilà de Gaulle à Édimbourg. I'm thinking, of course, of that close political military entente since the Middle Ages, the Scottish blood which flowed in the veins of our kings. And he talks of Joan of Arc. For 5 centuries, there were always men of Scotland to fight with men of France. And he talks about the glorious Garde Écossaise, 1,000 ties of spirit, the mutual inspiration of French and Scottish poets, the influence of Locke and Hume on our philosophy, the influence the great Walter Scott has exercised over the receptive mind of French youth. And all the efforts, aims, and ideals which go to make up the alliance between France and Great Britain. He's speaking in 1942. And then the soil of France enfolds lovingly the thousands of Scots whose blood was shed with that of our own soldiers during the last war. And he himself remembers his battle in May, June 1940, when I had the honor to command a French armored division side by side with the gallant 51st Scottish Division. And he talks of the friendship between the two countries, and he ends, because he was himself a historian with a sense of history, with the motto, quoting the motto of the old Compagnie Écossaise des Gardes du Corps, with which I began, Omni modo fidelis, faithful in every way. So on that note, I would like to end. Merci de votre attention.